Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire américaine absolument glaçante. C'est l'histoire d'un secret de famille indicible, d'une noirceur totale qui est resté enfoui pendant de longs mois dans la terre meuble et aride du Nouveau-Mexique. Mettez-vous en situation. Imaginez une caravane un peu délabrée, isolée sous le soleil de plomb du comté d'Eddy. À l'intérieur, un jeune couple vit en apparence une vie tout à fait normale. Il y a Manuel Guillen Jr., que tout le monde appelle Manny, 32 ans, un ancien marine, et sa petite amie, Brianna Stallings, 24 ans. Pour leur entourage, pour les voisins, ce sont juste deux écorchés vifs, un peu marginaux, qui tentent de joindre les deux bouts au jour le jour. Mais derrière les parois en tôle de cette caravane, Manny et Brianna partagent un secret monstrueux. Pendant près d'un an, ils ont continué à faire leur vie. Ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont ri, ils ont scrollé sur leur téléphone dans ce salon. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, dans une zone boisée et sauvage, le petit corps de leur propre fille, Keilani, reposait sous un tas de pierres. Un an de silence absolu. Un an de mensonges quotidiens, répétés les yeux dans les yeux à leurs proches. Jusqu'à ce que la police vienne frapper à leur porte pour un simple contrôle de routine, sans se douter qu'elle s'apprête à mettre au jour l'une des découvertes les plus sombres de sa carrière. Mais le pire, le plus rageant dans cette histoire, c'est la manière dont le système judiciaire va s'enclencher. À cause de choix tactiques discutables des enquêteurs, ces deux personnes vont, dans un premier temps, repartir libres comme l'air, provoquant la terreur et la fureur de leur propre famille. Alors que s'est-il réellement passé dans cette caravane? Comment ont-ils pu masquer l'horreur aussi longtemps? Vous allez voir, c'est terrifiant. Pour comprendre le point de départ de cette affaire, il faut remonter à la fin de l'été dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique. Le quotidien des policiers locaux est plutôt calme, rythmé par des interventions mineures. Mais ce jour-là, le téléphone du bureau du shérif se met à sonner. Au bout du fil, la voix d'une jeune femme est tendue, hésitante, presque tremblante de peur à l'idée de ce qu'elle est en train de faire. Cette femme, c'est la cousine de Brianna Stallings. Elle appelle parce que, dans la famille, l'ambiance est devenue irrespirable à cause d'une angoisse qui grandit de jour en jour. Elle explique aux policiers une situation très étrange, qui ne tourne pas rond du tout. On est vraiment très inquiet pour ma cousine, Brianna Stallings. Le problème, c'est qu'on ne la voit plus du tout avec son bébé. Ça fait des mois. En plus, elle nous a tous bloqués sur les réseaux sociaux. Elle a coupé les ponts du jour au lendemain. On sait juste qu'elle vit désormais avec un gars qui s'appelle Manny Guillen. En creusant un peu lors de l'appel, la cousine lâche un détail qui va tout déclencher. Cela fait pratiquement un an que personne, absolument personne dans la famille élargie n'a posé les yeux sur la petite fille de Brianna. La dernière fois que le nourrisson a été vu vivant par des proches, c'était au domicile des parents de Manny, une propriété où se trouve également la caravane du jeune couple. Pour les forces de l'ordre, à ce stade, il n'y a pas d'alerte rouge. Pas de sang, pas de témoin d'une scène de violence, pas de preuve de crime. Aux États-Unis, la procédure classique dans ce genre de situation s'appelle un welfare check, une simple visite de courtoisie, une vérification de bien-être. L'objectif est simple. On se déplace, on frappe à la porte, on demande à voir l'enfant pour s'assurer qu'il est en bonne santé, puis on repart. Les adjoints du shérif montent dans leur véhicule de patrouille. Ils pensent sincèrement tomber sur une banale histoire de rupture familiale, sur une jeune mère un peu rebelle qui a décidé de bouder ses proches. Ils ignorent totalement qu'ils sont à quelques minutes à peine de basculer dans l'horreur pure. Les voitures de police s'engagent sur le terrain poussiéreux de la propriété des Guillens. L'endroit est typique de ces zones rurales du Nouveau-Mexique. De l'espace, de la terre, des véhicules garés et la maison des parents de Manny. Le détective Johnson et son équipe descendent des voitures. À ce moment-là, la caméra piéton d'un des policiers filme la scène. Le ciel commence doucement à s'assombrir. L'ambiance est lourde. Le premier à sortir de la maison pour venir à leur rencontre, c'est Manuel Guillen Sr., le père de Manny. L'homme se montre tout de suite très poli, accueillant,
même s'il existe une légère barrière de la langue. Le détective Johnson l'aborde calmement, lui serre la main et lui explique qu'ils sont là pour une vérification concernant le bébé de Brianna. Et là, la réaction du père est très étrange. Avant même que les policiers ne posent des questions précises, il lâche cette phrase surprenante. « Oui, je sais déjà ce qui se passe. Je sais ce qui est arrivé quand elle était avec mon fils, parce qu'un jour, ils sont apparus là-bas. Elle avait un problème, elle n'écoutait personne, mais elle prie, elle est en train de prier. » Le détective Johnson fronce les sourcils. Il sent que le vieil homme est anxieux. Il lui demande directement « Est-ce que vous saviez que le bébé était né? Est-ce que vous avez déjà vu ce bébé ?» Manuel Senior hoche la tête, un peu confus, et explique qu'au moment de la naissance, Manny et Brianna étaient ensemble chez lui. D'après le récit du patriarche, Brianna était arrivée chez eux enceinte, complètement coupée de sa propre famille, sans personne pour veiller sur elle. En bon père de famille, touché par la détresse de la jeune femme, il avait décidé de leur ouvrir sa porte pour les aider à se poser après l'accouchement. Il était persuadé que son fils, fort de son passé de marine, aimait profondément cet enfant et s'en occupait comme un chef. Mais lorsque le détective lui demande où ils sont allés habiter juste après, les réponses de Manuel Senior deviennent fuyantes, instables. Après avoir eu le bébé, ils sont restés avec moi peut-être 1 semaine, 2 semaines, puis ils sont partis ailleurs. Parfois, ils revenaient ici, puis disparaissaient à nouveau. Je ne sais pas. Je respectais leur vie, je n'ai jamais voulu faire de vagues parce que je leur avais ouvert ma porte. À première vue, le père de Manny semble de bonne foi. Il donne l'impression d'être un homme généreux qui a simplement voulu offrir un toit à un jeune couple en difficulté et qui regrette aujourd'hui leur instabilité. Mais les policiers le sentent. Il y a des zones d'ombre. Pour en avoir le cœur net, ils décident de parler à la mère de Manny, Aurelia, qui sort à son tour de la maison. Aurelia s'exprime en espagnol, et ce qu'elle va dire aux enquêteurs va radicalement changer la donne. Elle explique que chaque fois que le couple venait rendre visite sans le bébé, elle leur demandait expressément où était sa petite-fille. Et à chaque fois, sans exception, Manny et Brianna s'en sortaient avec la même pirouette, une excuse toute faite. L'enfant était gardé par un membre de la famille de Brianna. Les policiers commencent à comprendre la mécanique. Le couple a menti à la famille de Manny en disant que le bébé était chez les Stallings, et ils ont coupé les ponts avec les Stallings pour éviter qu'ils découvrent l'absence de l'enfant. Alors que les détectives s'apprêtent à quitter les lieux avec plus de questions que de réponses, une voiture s'engage brusquement dans l'allée de la propriété. Au volant, c'est le frère de Manny qui arrive. Les policiers l'interceptent immédiatement avant qu'il ne rentre chez lui. Le frère descend, un peu surpris de voir autant de policiers dans la cour. Le détective Johnson s'approche. « Salut, on vient de parler à ta mère. Personne n'est en danger, mais on essaie de comprendre. Est-ce que tu as vu le bébé de Brianna récemment ?» Le frère réfléchit, croise les bras et sa réponse fait froid dans le dos. « Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas vu le bébé. Probablement 3 mois, peut-être même plus. Je me souviens m'être fait la réflexion. Je lui ai demandé « Mais elle est où? Je ne la vois plus depuis un moment. Est-ce qu'elle va bien ?» Et Brianna m'a répondu textuellement qu'une de ses tantes était en train de s'en occuper. Le frère essaie de rassurer les forces de l'ordre, mais les policiers le remarquent tout de suite. Au fond de lui, sa propre voix manque d'assurance. Il n'a pas l'air tout à fait convaincu par l'histoire que Brianna lui a servie. Les détectives saluent la famille et remontent dans leur voiture, le visage fermé. L'étau est en train de se resserrer et la piste de la tante qui garde le bébé va devenir leur priorité absolue. Les détectives ne perdent pas une seule seconde. En quittant la propriété des Guillen, ils s'installent dans leur véhicule et commencent à éplucher la liste des membres de la famille de Brianna Stallings. Ils appellent les tantes de la jeune femme, l'une après l'autre. Le scénario se répète, identique à chaque coup de fil. Aucune d'entre elles n'a le bébé. Aucune d'entre elles n'a même eu de nouvelles de Kehlani depuis des mois. C'est alors qu'ils tombent sur Ruby. Ruby n'est pas juste une tante éloignée. C'est elle qui a élevé Brianna depuis l'âge de 6 ans et qui l'a logée jusqu'à ses 23 ans.
Au téléphone, la voix de Ruby se brise. Elle comprend instantanément que quelque chose de terrible est en train de se jouer. Elle refuse de parler de ça par téléphone et exige que le détective Johnson et son équipe viennent la retrouver directement chez elle. Quelques minutes plus tard, les policiers entrent dans le salon de Ruby. L'atmosphère est pesante, saturée d'une angoisse palpable. Ruby s'assoit, les mains tremblantes, et vide son sac. Je sais que quelque chose de grave se passe. Quand Brianna était enceinte, elle vivait ici avec moi, puis elle est partie. Le jour où elle a accouché, elle m'a appelé. Je me suis précipité à l'hôpital. J'étais tellement heureuse pour elle, je voulais prendre des photos de ma petite nièce, des photos d'elle et du bébé. Mais Manny était là. Dès qu'il a vu que je prenais des photos, il s'est mis en colère. Son visage s'est assombri, il s'est approché de l'oreille de Brianna, lui a chuchoté quelque chose d'un ton menaçant, puis il a quitté la pièce furieux. J'ai tout de suite demandé à Brianna, « Il est en colère, hein ?» Elle m'a répondu, « Oui, mais ne fais pas attention à lui. » Ruby continue son récit, les larmes aux yeux. Elle explique que les frères de Brianna s'inquiétaient eux aussi. L'un d'eux, Brian, envoyait de l'argent tous les vendredis pour aider sa sœur à nourrir et habiller le nourrisson. À chaque fois, il demandait « Où est ma petite nièce? Je veux la voir, je veux la rencontrer. » Mais Brianna esquivait, prenait l'argent et repartait. La veille encore, Brian avait appelé Brianna excédée et lui avait posé un ultimatum. « Je ne t'envoie plus un seul centime si tu ne m'amènes pas ma nièce. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. » Le détective Johnson écoute ce témoignage et à ce moment-là, il comprend que le profil de Manny est beaucoup plus instable et toxique qu'il n'y paraît. Mais le coup de grâce va venir le lendemain, sous la forme d'un nouvel appel téléphonique. Une femme nommée Desiree contacte le poste de police. Elle se présente comme l'ancienne colocataire de Brianna. Elle a entendu dire que la police cherchait le bébé. Et ce qu'elle va révéler aux enquêteurs va faire basculer l'enquête dans une urgence absolue. Je suis terrifié par ce qui se passe. Brianna a complètement coupé les ponts avec tout le monde parce qu'elle et Manny se disputaient tout le temps, de manière ultra violente. Manny criait sur tous les toits qu'il ne voulait pas de ce bébé, qu'il détestait les enfants. Et il y a un truc que sa famille ne vous dira jamais. Manny a déjà un autre fils, issu d'une précédente relation. J'ai entendu dire qu'il avait eu de graves problèmes concernant cet enfant et qu'il n'en avait plus la garde. Alors, quand j'ai su pour le bébé de Brianna, j'ai tout de suite pensé au pire. À cet instant précis, pour les enquêteurs, le voyant rouge s'allume. Ils n'ont plus affaire à une simple rupture familiale, mais au profil d'un homme décrit comme violent, impulsif, potentiellement dangereux, qui cohabite avec une jeune femme totalement sous son emprise. Il faut localiser le couple et vite. Les forces de l'ordre obtiennent enfin une information cruciale. Manny et Brianna ne sont pas en cavale à l'autre bout du pays. Ils vivent actuellement dans une autre caravane appartenant au père de Manny, située dans un parc de mobil-home des environs. Plusieurs voitures de patrouille débarquent sur les lieux, gyrophares éteints pour ne pas donner l'alerte. Le détective Johnson s'approche de la porte en tôle et frappe fermement. Un long silence s'installe. Plusieurs minutes s'écoulent, pesantes. À l'intérieur, on entend des bruits de pas furtifs, des murmures. Les policiers s'apprêtent à insister quand la porte s'ouvre enfin lentement. Manny et Brianna apparaissent sur le seuil. Ils ont l'air fatigués, les traits tirés, mais ils affichent un calme qui surprend les agents. En réalité, ils s'attendaient à cette visite et ont minutieusement préparé leur défense. Le détective Johnson se présente et va droit au but. « Vous savez pourquoi je suis là? Où est votre bébé en ce moment? » C'est Brianna qui prend la parole la première, d'une voix neutre, presque détachée. Elle est avec une amie, à Waters. Elle s'appelle Maria. Johnson flaire immédiatement le coup fourré. Il décide d'appliquer la technique classique de l'interrogatoire de terrain, séparer le couple pour briser leur complicité. Il demande à un adjoint de s'isoler avec Manny, tandis qu'il emmène Brianna à l'écart, près du véhicule de police. Brianna commence alors à déverser toute sa rancœur contre sa propre famille pour justifier la situation. « Je suis juste folle de rage parce que ma famille me fait vivre un enfer. Ma tante Ruby passe son temps à me hurler dessus,
à me dire que je suis stupide, que je ne sais pas ce que je fais. Je ne veux plus qu'elle sache quoi que ce soit sur ma vie. C'est pour ça que je les ai tous bloqués. J'ai donné ma fille à Maria pour qu'elle s'en occupe temporairement, le temps que je puisse la récupérer. Ça s'est passé il y a 2 mois. Le récit de Brianna paraît presque cohérent. C'est l'histoire classique d'une jeune mère en rupture avec sa famille qui confie son enfant à un tiers pour échapper à la pression familiale. Rien n'indique explicitement un crime. Mais à quelques mètres de là, la discussion entre l'autre policier et Manny prend une tournure radicalement différente. Manny, les mains dans les poches, adopte une attitude détachée, presque arrogante. Il explique que la famille de Brianna fait des histoires pour rien, que tout va bien. Le policier lui demande à son tour « Le bébé est à Waters. » « C'est ça? Ça s'est fait quand, à peu près? » Manny hausse les épaules. « Sûrement au début de l'année. En février, je pense. » Le premier énorme accroc vient de se produire. Brianna parle d'une séparation datant de 2 mois. Manny, lui, évoque une date remontant à près de 8 mois. Mais le policier pousse plus loin. C'est quoi l'adresse de cette Maria? Son nom de famille? Comment vous la contactez? C'est quoi le plan pour récupérer la petite? Et là, Manny se liquéfie. Il bafouille, prétend qu'il ne sait rien, que c'est l'ami de Brianna, qu'il n'a aucune coordonnée, aucune adresse, aucun numéro de téléphone. Rien. Quand le détective Johnson confronte Brianna avec ces mêmes questions, elle s'avère tout aussi incapable de fournir la moindre preuve de l'existence de cette mystérieuse Maria. Face à de telles incohérences et devant le danger potentiel que court l'enfant, les détectives prennent la décision qui s'impose. Ils menottent le couple, les placent à l'arrière des voitures de patrouille et les embarquent en direction du poste de police pour des interrogatoires officiels, dans des salles séparées. Le piège est en train de se refermer. Au commissariat, l'ambiance change radicalement. Manny et Brianna sont immédiatement séparés et placés dans 2 salles d'interrogatoire bien distinctes, à l'opposé l'une de l'autre. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se parler et surtout, ils ignorent complètement que leurs versions des faits se sont déjà percutées de plein fouet devant leur caravane. C'est le moment que les enquêteurs attendaient, la phase de pression psychologique. C'est le détective Johnson qui commence à cuisiner Brianna. La pièce est petite, froide, éclairée par des néons blafards. Brianna est assise, les bras croisés, le regard fuyant. Le détective pose son carnet sur la table et attaque directement sur la fameuse amie de Waters. « Alors Brianna, explique-moi, comment est-ce que tu as connu cette Maria? Comment tu es entré en contact avec elle? » Brianna ne cille pas. Elle a réponse à tout, du moins c'est ce qu'elle croit. Par WhatsApp. Je vous l'ai dit, ça s'est fait il y a 2 mois. Je ne me rappelle pas de la date exacte. D'accord. Alors montre-moi ton téléphone, on va regarder les messages WhatsApp ensemble et on va appeler Maria pour vérifier que la petite Keilani va bien. C'est là que l'excuse devient totalement ridicule. Ah mais je ne peux pas. C'est un nouveau téléphone. L'autre, je ne l'ai plus. Et je ne me souviens pas du tout de son numéro de téléphone. C'était un de ces numéros bizarres sur WhatsApp qui commence par 011 quelque chose. Le détective Johnson la regarde fixement, incrédule. Mais Brianna, tu es sa mère. Comment tu fais pour prendre des nouvelles de ton propre bébé si tu n'as pas le numéro? Brianna hausse les épaules et lâche sans sourciller que Maria lui a promis qu'elle allait bientôt se créer un compte Facebook pour lui donner des nouvelles. C'est aberrant. Pendant ce temps, dans la pièce d'à côté, Manny est interrogé par un autre inspecteur, et son détachement est presque encore plus troublant que les inventions de sa petite amie. Quand le policier lui fait remarquer que c'est quand même très inquiétant qu'une mère et un beau-père soient incapables de prouver qu'un nourrisson est en sécurité, Manny se contente de défendre le silence de la prétendue Maria avec un calme olympien. À mon avis, elle doit juste avoir des problèmes pour payer sa facture de téléphone en ce moment. La seule chose qu'on puisse faire, c'est attendre qu'elle répare son téléphone et qu'elle nous recontacte sur WhatsApp. Pas une once d'inquiétude, pas un tremblement dans la voix. Les 2 suspects affichent une indifférence totale pour le sort de la petite fille. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que les policiers ont déjà passé des coups de fil à Waters. Ils ont vérifié les fichiers,
les bases de données judiciaires et le voisinage. Cette Maria n'existe pas. C'est un pur produit de leur imagination. Le détective Johnson décide alors de changer de stratégie. Il retourne voir Brianna, s'assoit en face d'elle et cette fois pose ses 2 mains sur la table. Il arrête de tourner autour du pot. Il va briser le mur. Brianna, regarde-moi. On sait que tu mens. Tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure ne tient pas debout. On comprend que les gens traversent des moments difficiles, que des choses graves peuvent arriver. Mais ce qui compte maintenant, c'est la vérité. Maria n'existe pas, on le sait. Dis-nous ce qui s'est réellement passé. C'est ce que tu fais maintenant qui va déterminer la suite. Sous le choc de cette confrontation directe, le masque de Brianna se fissure enfin. Elle réalise que les policiers ont balayé son mensonge d'un revers de main. D'un coup, ses yeux se remplissent de larmes, ses épaules s'affaissent et elle éclate en sanglots. Pendant de longues minutes, elle devient totalement hystérique, incapable de formuler une phrase cohérente. Les enquêteurs la laissent pleurer, attendant le moment où elle va enfin lâcher le morceau. Quand elle reprend sa respiration, l'histoire qu'elle raconte fait froid dans le dos. Mais les policiers ignorent encore qu'elle est en train de leur servir une nouvelle version des faits destinée à minimiser le rôle de Manny. D'une voix entrecoupée de sanglots, elle murmure. C'était un accident. On vivait dans la voiture à ce moment-là. J'étais tellement fatigué. Je me suis endormi sur elle. Je l'ai étouffée sans faire exprès. Quand je me suis réveillé, elle était froide. J'ai essayé de lui faire un massage cardiaque, mais c'était trop tard. On a paniqué. On a eu tellement peur que la police nous accuse. Alors on l'a mise dans un sac en plastique et on est allé l'enterrer dans les bois près de Queen Highway. Ça fait presque 1 an qu'elle est là-bas. Le détective Johnson prend une profonde inspiration. Le cœur de l'enquête vient de basculer. La petite Keilani est morte. Mais ce qui frappe les policiers, c'est que même en avouant le pire, Brianna s'acharne à répéter une chose. Manny n'a rien à voir là-dedans. C'est ma faute, c'est moi qui me suis endormi, il n'a fait que m'aider parce que je le suppliais. Elle prend absolument tout sur elle. Les inspecteurs décident de lui laisser quelques minutes pour reprendre ses esprits et sortent de la pièce pour mettre le sergent Rogers au courant. Quand ils reviennent, accompagnés du sergent, ils adoptent un ton beaucoup plus doux, presque protecteur, pour la mettre en confiance. « Salut Brianna, je suis le sergent Rogers. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? De l'eau? Un encas? Écoute, on a compris la situation. On veut faire tout ce qu'on peut pour t'aider, mais il faut que tu nous aides aussi. Est-ce que tu serais d'accord pour monter en voiture avec nous maintenant et nous emmener jusqu'à Queen Highway pour nous montrer exactement où elle se trouve? » Brianna lève ses yeux rougis par les larmes, hoche la tête doucement et murmure qu'elle est d'accord. Mais elle pose une condition qui montre à quel point elle est dépendante de son compagnon. « Je peux y aller avec Manuel? Je me sentirai plus à l'aise s'il est avec moi. » Le sergent accepte. Dans la pièce voisine, Manny n'a aucune idée que sa petite amie vient de passer aux aveux et qu'elle a révélé l'emplacement du corps. Les policiers ouvrent sa porte. « Allez Manny, lève-toi. On bouge. » C'est au moment où il se retrouve dans le couloir du commissariat que le regard de Manny croise celui de Brianna. En voyant le visage dévasté de sa compagne et les yeux des policiers fixés sur lui, Manny comprend immédiatement. Elle a tout dit. C'est une scène surréaliste qui se déroule ensuite au milieu de la nuit noire du Nouveau-Mexique. Un cortège de voitures de police roule en silence sur les routes désertes du comté d'Eddy avant de s'arrêter le long de la Queen Highway, en lisière d'une zone boisée et sauvage. Les policiers descendent, armés de puissantes lampes torches qui percent difficilement l'obscurité. Manny et Brianna marchent au milieu des agents. La progression est sinistre. On entend le bruit des branches qui craquent sous les pas, le vent qui siffle dans les arbres. Brianna avance d'un pas régulier, presque étrangement sereine, comme si le fait de révéler son lourd secret la libérait d'un poids. Manny, lui, marche derrière, le visage fermé, sombre, sans lâcher un mot. Soudain, Brianna s'arrête net au milieu d'une petite clairière. Elle pointe sa main vers le sol, juste à côté d'un buisson. C'est juste là, là où il y a les pierres. Elle est enterrée sous les rochers. Les lampes torches des policiers convergent vers l'endroit indiqué.
Au sol, un amoncellement de pierres est disposé d'une manière beaucoup trop ordonnée pour être naturelle. Le sergent Rogers s'approche, le cœur serré. Il éclaire l'une des pierres qui dépasse, ce qu'un des agents décrira plus tard comme une vision horrible au milieu de nulle part. C'est bien là. Le secret est sous leurs pieds. Mais parce qu'il est déjà très tard, que la nuit est noire et que la zone est particulièrement difficile d'accès, le protocole est strict. On ne fouille pas une scène potentielle de crime de cette importance à la lampe torche, au risque de détruire des indices précieux. Il faut attendre le lever du jour pour faire venir les anthropologues judiciaires et l'équipe médico-légale au complet. Le détective Johnson se tourne alors vers le couple et leur explique la situation avec un calme qui, avec le recul, laisse sans voix. Bon, on a marqué l'endroit, tout est sécurisé. On va devoir obtenir un mandat de perquisition formel et faire venir nos équipes scientifiques demain matin pour faire les choses dans les règles. On va vous raccompagner chez vous pour la nuit. Mais demain, à midi pile, vous devez être de retour ici pour nous aider à terminer la procédure. Vous me promettez que vous serez là? Manny et Brianna hochent la tête. Et c'est là que se produit l'un des choix les plus discutables de cette enquête. À ce moment précis, pour les enquêteurs, Brianna a avoué ce qu'elle présente comme un décès accidentel par suffocation. Et Manny n'est considéré que comme quelqu'un qui l'aurait aidé à dissimuler le corps après coup. Les policiers n'ont pas encore le corps, pas d'autopsie et aucune preuve matérielle permettant de déterminer les circonstances exactes de la mort. Ils choisissent de jouer la carte de la confiance pour éviter que le couple ne se referme complètement derrière un avocat. Les voitures de police font demi-tour. Manny et Brianna sont déposés devant leur caravane, libres. Ils vont passer la nuit dans leur lit, alors que leur petite fille passe sa dernière nuit sous les pierres de la Queen Highway. Les enquêteurs pensent contrôler la situation. Ils ignorent qu'ils viennent de donner aux deux suspects la fenêtre parfaite pour organiser le plan que la tante Ruby redoutait tant. Disparaître. Le lendemain matin, le soleil de plomb du Nouveau-Mexique se lève sur la forêt bordant la Queen Highway. Les équipes de techniciens en scène de crime, les anthropologues judiciaires et les agents de l'État débarquent en nombre sur le site balisé la veille. À midi pile, comme convenu, une silhouette s'avance le long du sentier. C'est Brianna. Mais elle est seule. Manny n'est pas venu avec elle. Il a refusé catégoriquement de remettre les pieds dans les bois, de revoir l'endroit exact où ils ont caché l'enfant. Il attend, prostré, assis à l'arrière de la voiture climatisée d'un détective, le regard vide, fuyant la réalité de la scène qui se joue à quelques centaines de mètres de là. Brianna, elle, guide les experts médico-légaux jusqu'au monticule. Elle s'installe un moment à l'ombre d'un arbre, tandis que les spécialistes, équipés de pinceaux, de truelles et de caméras, commencent le travail d'exhumation, pierre après pierre. Lorsque les roches sont enfin retirées, la triste réalité s'impose à tout le monde. Les restes de la petite Keilani sont découverts. Mais alors que les techniciens examinent méticuleusement les ossements pour les documenter, un silence de mort s'installe dans la clairière. Même si le corps a subi une décomposition extrême après être resté près d'un an sous la terre et les intempéries, la structure osseuse du nourrisson parle immédiatement aux anthropologues. Ce qu'ils observent soulève de très graves interrogations. Le squelette de ce bébé de seulement quelques semaines présente de multiples fractures ainsi que d'importantes lésions au niveau du crâne. L'histoire de la mère qui s'endort accidentellement sur son enfant dans une voiture semble soudainement beaucoup moins crédible. Les enquêteurs comprennent immédiatement que les circonstances réelles de la mort pourraient être bien plus violentes que ce que Brianna leur a raconté. Pendant que les experts s'activent à préparer les restes pour leur transfert vers l'Institut médico-légal d'Albuquerque, un détective décide de retourner à la voiture pour interroger Manny, espérant tirer profit de son isolement. Le policier s'assoit à l'avant, se tourne vers lui et tente d'obtenir la vérité. Manny, on sait ce qui s'est passé maintenant. On sait que le bébé est mort et que vous l'avez enterré ici avec Brianna. Pourquoi est-ce que tu as essayé de nous cacher ça? Manny ne cille pas. Il adopte une défense totalement déconnectée et affirme qu'il ne se souvient de presque rien. Puis,
d'une voix monocorde, il tente de broder une histoire à dormir debout. Je ne me rappelle pas bien. Je me souviens juste que le bébé pleurait beaucoup, qu'elle était très agitée. Brianna m'a dit « Viens, on va sortir dehors pour la calmer ». Alors, on est allé dans la voiture, on a allumé le moteur. On s'est dit que les vibrations du moteur allaient peut-être l'aider à s'endormir. C'est tout ce dont je me rappelle. Le détective Johnson le regarde, sidéré par son absence totale d'empathie. Il insiste. Il lui demande s'ils ont placé le bébé dans un sac, s'ils l'ont maltraité ou si quelqu'un lui a infligé des blessures. Mais Manny reste un mur de glace, rejetant passivement la responsabilité sur Brianna et sur un prétendu accident. À ce stade de l'enquête, les policiers sont confrontés à un énorme dilemme. Ils pourraient arrêter immédiatement le couple pour dissimulation de cadavres et destruction potentielle de preuves, puisqu'ils ont reconnu avoir enterré le corps. Mais les détectives prennent un pari extrêmement risqué. Ils décident de les laisser repartir libres, une fois encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore les conclusions officielles de l'autopsie. S'ils les arrêtent immédiatement, Manny et Brianna demanderont très probablement un avocat et cesseront de parler. Or, les enquêteurs cherchent encore à déterminer précisément les circonstances du décès et les responsabilités de chacun. En les laissant libres, ils espèrent accumuler suffisamment de preuves scientifiques pour revenir les arrêter avec un dossier irréprochable. Une stratégie logique sur le papier, mais qui va s'avérer catastrophique dans la pratique. Quelques jours après l'exhumation, les détectives organisent un rendez-vous avec Ruby sur son lieu de travail afin de la tenir informée de l'avancée de l'enquête. Ruby les reçoit dans un petit bureau. Elle ne sait pas encore que le corps a été retrouvé. Quand le détective Johnson prend la parole et lui annonce d'une voix douce qu'ils ont découvert les restes de la petite Kehlani sous un tas de pierres, le monde de Ruby s'écroule en une fraction de seconde. Elle pousse un cri de douleur, étouffé par les larmes, avant d'être prise d'une immense crise de colère. Elle fixe les policiers, les yeux rougis, et pose la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils sont en prison? Vous les avez enfermés? Dites-moi qu'ils sont sous les verrous. Le détective Johnson baisse les yeux, visiblement mal à l'aise. Non, Ruby. C'est une procédure très complexe. L'enquête est toujours en cours. Le corps a été envoyé à Albuquerque pour l'autopsie et nous avons encore beaucoup de questions sans réponse. Ruby explose alors de rage, frappe sur la table et lance une mise en garde qui va hanter les enquêteurs pendant des semaines. Mais vous êtes fous, ils vont s'enfuir. Le temps que vous trouviez vos réponses, ils seront déjà partis. Je connais Manny, il a de la famille au Mexique. Sa mère est originaire de là-bas. Ils ont des contacts de l'autre côté de la frontière. Je vous le jure, à la minute même où vous avez déterré ce pauvre bébé, ils ont planifié leur fuite. Si vous retournez à leur caravane, ils seront déjà loin. À travers ses sanglots et sa détresse, Ruby hurle sa certitude. C'est lui qui l'a tué. Je sais qu'il l'a tué. J'aurais pu récupérer ce bébé. J'aurais pu l'élever comme j'ai élevé Brianna. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore en liberté? Les policiers tentent de la calmer en lui expliquant qu'un rapport d'autopsie dans ce genre d'affaires peut prendre plusieurs mois avant d'être finalisé. Plusieurs mois? Hurle Ruby. D'ici là, ils seront introuvables. Ruby avait vu juste. Lorsque les détectives décident finalement de repasser près de la caravane pour garder un œil sur le couple, le constat est sans appel. Manny et Brianna ont plié bagage. Les semaines se transforment en mois. 2 longs mois de silence radio absolu. Toutes les adresses connues, les proches et les lieux qu'ils fréquentaient habituellement sont vérifiés. Mais le couple semble s'être littéralement volatilisé. Au commissariat, l'ambiance devient exécrable. Les enquêteurs réalisent qu'en voulant jouer la montre, ils ont peut-être laissé disparaître les 2 principaux suspects dans une affaire de mort d'enfant. Et si Ruby a raison, ils sont peut-être déjà bien au-delà de la frontière. Pendant 2 longs mois, les enquêteurs rongent leurs freins, hantés par les cris de la tante Ruby. Le dossier est au point mort, jusqu'à ce qu'un matin de février, un épais pli recommandé arrive sur le bureau du détective Johnson. C'est le rapport final de l'Institut médico-légal d'Albuquerque. Et ce que contient ce document va glacer le sang de toute l'équipe. L'autopsie confirme le pire. La mort de la petite Kehlani,
âgé d'à peine 2 mois, est officiellement qualifié d'homicide. Les légistes répertorient de multiples fractures sur les membres supérieurs et inférieurs, ainsi que d'importantes lésions au niveau du crâne. Plus troublant encore, certaines blessures montrent des signes de cicatrisation. Autrement dit, certaines fractures ne sont pas survenues le jour de sa mort. Le nourrisson avait déjà subi des traumatismes alors qu'il était encore en vie. Mais le choc ne s'arrête pas là. Les analyses toxicologiques révèlent un autre détail sordide. Le corps présente également des traces de méthamphétamine. Les experts concluent que l'enfant a été exposé à cette substance alors qu'elle était vivante. Pour les enquêteurs, le tableau devient encore plus inquiétant. Celui d'un nourrisson évoluant dans un environnement marqué par la consommation de drogue et la violence. Armés de ce rapport d'autopsie accablant, les policiers n'ont plus besoin d'attendre. Un mandat d'arrêt pour homicide et maltraitance d'enfants est immédiatement émis contre Manuel Guillen. Un second mandat visant Breonna Stallings est lancé pour les infractions retenues dans le cadre de l'enquête. La traque commence. Contre toute attente, la fuite annoncée par Ruby ne s'est pas éternisée. À court d'argent ou convaincu que l'affaire s'était calmée après plusieurs semaines de silence, le couple commet l'erreur fatale de nombreux fugitifs: revenir sur un terrain familier. Grâce à la surveillance de leurs proches et à plusieurs renseignements recueillis localement, les enquêteurs apprennent que Manny et Breonna se cachent à nouveau dans une caravane installée à proximité de la propriété du père de Manny, là même où une partie de cette histoire a commencé. Cette fois, les policiers ne prennent aucun risque. Pas de visite de courtoisie, pas de welfare check. Une véritable opération est montée. Plusieurs véhicules encerclent discrètement la caravane. Puis les adjoints du shérif passent à l'action. La porte est forcée. Les agents investissent les lieux. Manny et Breonna, totalement pris au dépourvu, n'ont même pas le temps d'esquisser le moindre geste. Ils sont plaqués au sol, menottés et conduits vers les véhicules de patrouille. Cette fois, ils ne repartiront pas libres. De retour dans les salles d'interrogatoire du comté d'Eddy, le rapport de force a complètement changé. Les enquêteurs disposent désormais des conclusions médico-légales. Chaque mensonge raconté jusque-là peut être confronté aux preuves scientifiques. Face à Breonna, les policiers présentent les résultats de l'autopsie. La jeune femme tente encore de revenir à sa version initiale. L'accident, l'endormissement, la panique. Mais les blessures relevées sur le corps de Kehlani rendent cette explication difficilement compatible avec les constatations médico-légales. Acculée, Breonna finit par admettre que Manny perdait régulièrement son sang-froid lorsque le bébé pleurait. Elle décrit un homme colérique, imprévisible, dont elle disait craindre les réactions. Dans la pièce voisine, Manny est à son tour confronté aux preuves. Les photographies des ossements et les conclusions des experts sont étalées devant lui. Les enquêteurs lui rappellent que plusieurs fractures montrent des signes de guérison et que les blessures ne correspondent pas à un simple accident. Pendant un long moment, Manny reste silencieux. Son visage demeure impassible, aucune émotion apparente. Puis, il finit par reconnaître sa responsabilité dans la mort de l'enfant. Selon ses déclarations, il a perdu le contrôle alors que Kehlani pleurait. Les détails de son récit confirment la violence des actes commis contre ce nourrisson sans défense. Après des mois de mensonges, de dissimulation et de fausses pistes, ils tiennent enfin une explication cohérente avec les preuves accumulées. Le mystère est résolu, mais la réalité dépasse en horreur tout ce qu'ils avaient imaginé. À la suite de ces aveux et des conclusions de l'autopsie, Manuel Manny Guillen est formellement inculpé pour les faits retenus par l'accusation concernant la mort de Kehlani. Breonna Stallings fait également face à plusieurs chefs d'accusation liés à son rôle dans cette affaire et à la dissimulation des faits. Parfois, les proches qui insistent, qui posent des questions et qui refusent d'accepter les explications faciles sont les seuls remparts contre l'oubli. Sans la détermination de la famille Stallings, sans les appels répétés aux autorités et sans leur refus d'abandonner les recherches, le sort de Kehlani n'aurait peut-être jamais été découvert. Prenez soin de vous, restez attentifs à ceux qui vous entourent et on se retrouve très vite pour une prochaine affaire. Ciao!